Bienvenue dans Le rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Pour le 3e épisode de cette série, nous allons parler de la douleur lorsque l'on est atteint par des rhumatismes. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 invités, Nadine Rem, qui vit avec des rhumatismes depuis l'âge de 8 ans et qui nous partagera son expérience, et Bénédicte Bader, psychologue spécialisée dans le suivi des patients et patientes vivant avec des douleurs. Ensemble, nous définirons ce qu'est la douleur, d'où elle provient et les différentes manières qu'il existe pour tenter de la gérer. Je m'appelle Mai Biderman, je réalise ce podcast pour la Ligue suisse contre le rhumatisme et je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à toutes les deux, merci d'être venues jusqu'à Lausanne dans nos bureaux ici chez Radar RP. Premièrement, comment allez-vous ? Merci Maë pour l'invitation, ça va bien, merci. Merci, ça va bien aussi. Nous allons commencer cette discussion par une brève présentation de chacune d'entre vous, avant de parler plus largement de la douleur, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Nadine, est-ce que vous voulez bien commencer ? Alors, je m'appelle Nadine Rem, j'ai 41 ans. Je suis d'origine de l'Argovie, comme on peut peut-être entendre un petit peu avec mon accent. À 33 ans, je suis tombée amoureuse d'un Fribourgeois. C'est pourquoi j'habite maintenant dans le joli canton de Fribourg. Aujourd'hui, on est mariés, on a 2 enfants, un garçon qui a 6 ans et puis une petite fille qui a 10 mois, bientôt. À côté, je travaille encore comme employée de commerce avec un temps partiel. Vous vivez avec une arthrite juvénile idiopathique. En quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Cette maladie, c'est une maladie auto-immune. Ce sont mes articulations qui gonflent et qui s'inflamment chroniquement. Juvénile veut dire que ça a commencé déjà dans mon enfance. Mon corps, il reçoit comme des faux signaux et puis ça crée ces inflammations dans tout le corps chez moi. Merci beaucoup Nadine de bien vouloir nous partager tout cela aujourd'hui. Nous en parlerons plus en profondeur tout à l'heure, mais je vais tout d'abord présenter notre deuxième invité. Bénédicte Bader, vous êtes spécialisée en tant que psychologue sur le thème de la douleur. En quoi consiste votre travail plus précisément ? Alors, je travaille dans une clinique de réadaptation avec des patients qui souffrent de douleurs musculo-squelettiques. Alors, souvent, c'est dû à un accident, puis aussi à cause de maladies. Et puis, mon travail, c'est principalement soutenir les patients dans leur douleur et puis d'essayer de mobiliser leurs ressources pour qu'ils puissent vivre au mieux avec ces douleurs, puis tous les retentissements. La douleur, c'est un thème central pour la Ligue suisse contre le rhumatisme. Pourquoi ce sujet est-il si important quand on parle des rhumatismes ? Alors pour moi, je trouve le sujet clé ou le point clé de cette question, c'est la douleur est invisible. Et puis la douleur, c'est aussi subjective, comment on les ressent. Et puis c'est ça qui est très très difficile à comprendre pour la société. Si on voit pas une personne qui souffre, par exemple, qui a un bandage autour du pied, ça n'existe pas. C'est ça ce que j'ai vécu beaucoup comme expérience. Bénédicte, tout d'abord, la douleur, comment on la définit ? La douleur, en fait, qu'est-ce que c'est ? J'ai posé la question à un patient il y a pas très très longtemps et puis il m'a dit c'est hyper compliqué. Puis je crois que c'est vrai. La douleur, plus on creuse, plus c'est complexe. Alors la définition officielle c'est l'Association internationale d'études de la douleur, elle dit que c'est une expérience à la fois sensorielle et émotionnelle, désagréable, difficile à qualifier et quantifier. Très souvent, on a tendance à mettre que c'est qu'une sensation, la douleur, et puis en fait, on se rend compte qu'il y a toujours une émotion qui est liée, c'est indissociable, sensation et émotion. Alors, comment et quand la douleur se déclenche-t-elle ? Alors, il faut 3 choses essentielles pour qu'il y ait de la douleur. Il faut des capteurs qui sont partout dans le corps. Il y en a de ceux qui sont sensibles à la pression, il y en a d'autres qui sont plus sensibles au chaud, au froid, il y en a ceux qui vont être plus chimiques, comme les piqûres d'ortie par exemple. Donc on en a partout. La deuxième chose qu'il faut impérativement, c'est des nerfs qui transmettent l'information, partout aussi dans notre corps. Et puis il faut un cerveau qui fait un peu office de chef d'orchestre, et puis c'est lui qui va analyser toutes les données et puis définir la perception de la douleur. Ce qu'on sait dans la douleur persistante, douleur chronique, c'est que c'est encore un poil plus complexe
et puis qu'il y a une hypersensibilisation du système. C'est-à-dire que les chemins de la douleur, les routes, ces voies, elles sont tellement fréquentées que l'information, elle va plus vite et puis elle se déclenche pour des stimuli, pour des sensations qui sont de plus faible intensité. L'exemple classique, c'est, je suis sûre que vous avez entendu parler de gens qui disent que, par exemple, effleurer la peau, ça fait une douleur très forte, alors que fondamentalement, c'est plutôt agréable comme sensation. Mais voilà, c'est comme si le système, il est un peu déréglé dans cette douleur persistante. Douleur persistante, douleur chronique, quelle est la différence ? Alors, pendant très longtemps, on a parlé de douleurs chroniques. Maintenant, on appelle plutôt ça des douleurs persistantes. Parce que douleur chronique, ça fait un peu moyen, comme si les douleurs, elles étaient là, un peu moyennes tout le temps. Puis, on sait que dans les douleurs persistantes, on peut avoir des gros pics de douleur, hein. Donc, douleur persistante chronique, c'est à partir de plus de 3 à 6 mois de douleur. Ce qui est embêtant, c'est que, enfin, dans la définition de la douleur persistante, c'est qu'il y a plus un danger imminent, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas quelque chose qui menace l'intégrité du corps. Il n'y a pas de danger dans la douleur chronique. Par contre, elle est très, très usante à vivre et elle rend la vie pénible à tous les gens. Et puis l'autre chose hyper importante à dire, c'est que on sait que ce sont des douleurs qui sont vraies. Ce n'est pas des douleurs dans la tête. Il y a donc un grand rôle de notre perception. On ne perçoit pas toutes et tous la même douleur par rapport aux mêmes stimuli. Non, la douleur, oui, on ne perçoit pas du tout tous la même chose. La douleur, elle est totalement subjective et personnelle, comme vous le disiez au début. Elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend de nos expériences passées. Si on a eu... il y a une année en arrière, une grosse épine qui était plantée sous l'ongle et puis qu'après on a eu des antibiotiques et tout. La prochaine fois qu'on va avoir une écharde, on va se dire « Aïe, peut-être qu'on va réagir différemment ». Puis ça dépend aussi du contexte. Là, si on est ces jours-ci, on est plutôt dans le mondial de foot. Alors on imagine le footballeur qui marque le but décisif, il est rempli d'adrénaline, il est dans un contexte d'euphorie totale, il ne va pas ressentir la même chose de la même façon. La douleur, on imagine, il marque le but décisif, puis il y a 10 joueurs qui lui tombent dessus, hein, ça fait pas mal de kilos. Il va se relever, il va sauter, il va faire, voilà. Lui, il aura peut-être pas mal, et puis nous, si on est à la fin du mois dans une queue pour payer les factures, puis qu'il y a quelqu'un qui se recule, puis qui nous écrase le pied, la sensation, elle sera peut-être beaucoup plus importante, alors que c'est juste une personne qui nous a marché dessus, quoi. Ça dépend beaucoup du contexte. Puis c'est en lien, on peut faire le lien avec la définition que je vous ai donnée avant, quand on dit difficile à qualifier et quantifier, parce que c'est totalement personnel et subjectif. On n'a pas ni une petite lumière qui s'allume dans la tête et puis qui dit là c'est un 5 de douleur, un 6, ou alors on n'a pas pour tout coup de marteau tapé sur l'index droite, ça équivaut à un 8 de douleur. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Donc, on est obligé de se fier. Et ça, c'est quelque chose qui est des fois difficile à vivre pour les patients parce qu'on est tout le temps en train de leur demander « Vous avez mal à combien ?» Et puis, on n'a que cette fameuse échelle EV1 de 0 et 10. Mais on n'a pas d'autre solution. Puis, c'est notre seule manière de pouvoir trouver un peu l'échelle du patient, où il en est. Puis, c'est pareil pour le côté décrire la douleur. On n'a pas les bons mots, on utilise ce qu'on pense le plus approprié, le plus proche, mais heureusement pour nous, on n'a pas 36 000 à avoir reçu des coups de couteau ou à avoir voilà. C'est des images, des choses qui se rapprochent de nos expériences, c'est difficile à décrire. Difficile de parler de la douleur sans demander le point de vue des personnes qui vivent avec ces douleurs. Nadine, vous avez 41 ans, vous souffrez de vos rhumatismes depuis l'enfance. Quand est-ce que c'est apparu ? Oui, c'est juste. Alors, ça a commencé quand j'avais environ 8 ans. Alors, ça fait maintenant 33 ans que je vis avec cette diagnostic. Je me rappelle encore comme c'était hier, je suis descendue un toboggan devant la maison où j'ai grandi. Et puis, mon genou s'est dérobé et puis il est resté délogé un petit moment. Et puis, ça m'a créé vraiment une douleur très, très forte. Et puis, après, c'était vraiment... La suite, c'était qu'il y avait de l'eau, de liquide dans le genou
qui a directement commencé après, je dirais, 30 minutes. Et puis là, l'odyssée, je dis médicale pour ma famille a commencé quand on a d'abord vu un spécialiste à l'hôpital en urgence. Après, ils m'ont envoyé plus loin. Ils ont fait des prises de sang. Et voilà, c'était mon dossier commençait à grandir. Et puis, juste le jour qu'ils m'ont donné après la diagnostic de la polyarthrite. Comment avez-vous réagi à l'annonce de ce diagnostic ? Vous imaginez, à 8 ans, déjà, j'avais aucune idée ce que c'est. On m'a parlé d'une maladie chronique, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire après pour la vie, pour la suite ? C'était très difficile. Et puis finalement, ça m'a aussi, j'avoue, pas très, très intéressée à ce moment-là. J'ai une maladie chronique. Mes copines ils m'ont demandé, mais je savais pas plus que ça. Et puis ça m'a même pas intéressée. Aujourd'hui, peut-être si j'aurais plus posé des questions ou si les médecins, ils m'auraient plus expliqué, je sais pas. Je sais pas si c'était aussi, à l'époque, on parlait pas trop ces maladies auto-immunes. Pour ma famille, c'était tout nouveau. J'ai une sœur qui a 3 ans plus que moi. Elle avait rien. Alors du coup, c'était pour ma famille quand même un choc. Mais on savait pas ce qui nous attend. Et puis, c'est pour ça que c'est vraiment... c'est difficile. À ce moment-là, j'ai dit que ça m'a vraiment pas intéressée. Et puis, avec les années que j'ai grandi, aussi l'adolescence, ça jouait un rôle très important aussi avec tout ce sac à dos qui était quand même toujours un petit peu plus lourd, que c'était vraiment... Ça commençait à être difficile de vivre avec ça. Aujourd'hui, comment ces douleurs se manifestent-elles ? C'est des très hauts et des très bas. Alors, malheureusement, j'ai pas encore trouvé une stabilité que je peux vraiment dire que je suis arrivée où j'aimerais bien arriver. C'est difficile à dire maintenant la douleur, parce que comme on a discuté tout à l'heure, ça dépend tellement comment on se lève le matin, comment il joue le moral. Est-ce que c'est un bon jour? Est-ce que ça va pas du tout? Le mental joue énormément un rôle. Et puis, en plus, après, le traitement qui doit suivre avec. Alors, c'est clair, si le traitement, il fait pas son effet très, très stable, c'est difficile de gérer les douleurs tous les jours. Ces douleurs, l'incompréhension des gens autour de vous, c'est une charge mentale en plus, vos rhumatismes ? Oui, clairement. Aujourd'hui, je peux dire que je crois que je suis un maître de la situation, que je sais comment prendre. J'ai une personne, j'ose dire, très positive. Ça, j'ai aussi appris. J'ai fait beaucoup aussi de travail avec une psychologue dans le passé pour justement comprendre que je suis pas anormale. J'ai juste un sac à dos qui est différent que les autres. J'ai dû accepter cette maladie. Je crois que ça, c'est vraiment un point très, très important. L'acceptation, pas seulement des gens autour de moi, c'est aussi, on doit faire un énorme travail pour justement accepter comme on est. Et puis, ça fait aussi qu'aujourd'hui, j'essaie tous les jours de me lever positive. J'ai 2 magnifiques enfants qui me donnent vraiment énormément d'énergie. Ils me les prennent aussi, mais autrement, c'est quelque chose que je me réjouis de me lever. Et puis, je vois ça différent aujourd'hui que peut-être encore il y a quelques années. La douleur, c'est un mal parfois invisible de l'extérieur. Bénédicte, l'impact de la douleur sur la santé mentale de vos patients et patientes, c'est un sujet que vous connaissez bien. Quelle autre conséquence peut avoir la douleur sur notre vie ? Effectivement, c'est quelque chose qu'on sait. Ce serait trop facile s'il n'y avait que la douleur. Il n'y a jamais que la douleur, il y a toujours plein de conséquences. Une des conséquences dont on pourrait parler, c'est... il y a une conséquence un peu vicieuse de la douleur qui est, elle l'impacte, elle vient toucher nous faire douter de nous. Et ça, c'est inhérent à la douleur. Il y a un lien direct entre la douleur et le fait qu'on doute de nous. Alors, comme exemple, on pourrait prendre dans n'importe quelle activité qu'on fait. Quand on a mal, soit on prend 3 fois plus de temps pour faire les choses, ou alors vous devez faire des pauses parce que ça fait des douleurs et tout ça. Puis du coup, ça crée un premier doute qui est sur nos capacités. Mais bon sang, j'arrive même pas à faire ça. Et puis il y a le doute plus terrible qui vient toucher l'identité en disant mais finalement à quoi je sers ?
Voilà. Alors chez des personnes qui sont accidentées, c'est reconstruire l'identité, et puis chez Nadine, c'est la construire dès l'enfance avec tout ce poids-là dessus, de trouver qui je suis. Qu'est-ce que vous dites à vos patients et patientes pour les rassurer par rapport à ces doutes ? Qui sont normaux. Qu'on a beau faire confiance au docteur, ça c'est aussi un point essentiel. Des fois, on fait confiance au docteur, mais c'est normal d'avoir ces doutes qui reviennent et sur mais est-ce qu'ils ont bien tout trouvé ce que j'ai, est-ce qu'ils ont bien tout fait, et puis ces doutes aussi sur nous en se disant mais finalement comment faire ou à quoi je sers. Ça je pense que c'est dans toute douleur persistante le cas. Il y a toujours ça qui vient. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces douleurs ? Quelles solutions existent ? Alors la très 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 bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas impuissant face à la douleur. Puis ça, je pense que c'est fondamental de retenir ça. On est même prévu physiologiquement pour pouvoir un peu moduler, gérer cette douleur. Alors ça part de ce fameux cerveau qui produit plein de choses et notamment des hormones. Une des très connues, c'est les endorphines qui sont produites pour moduler cette douleur. Donc un des travaux des psychologues, c'est aussi en gestion de la douleur, c'est de faire activer un peu, de trouver des façons d'activer ce cerveau pour qu'il puisse produire ces hormones et puis agir sur la douleur. Après, les solutions, ça c'est ce qu'on aimerait tous avoir, la baguette magique, tac, et puis enlever les douleurs, ce serait génial. Alors on n'a pas une baguette ou un outil qui marcherait pour tous les patients puis qui ferait qu'on n'a plus de douleur. Dans ces douleurs persistantes, on a une palette d'outils, de solutions qui sont à tester et puis qui sont à trouver. Puis dans l'idée de faire comme une boîte à outils antidouleur. Et puis plus il y en a, mieux c'est. Parce que comme l'idée d'un artisan, si on n'a que le marteau, c'est pratique. Mais des fois, il aura peut-être besoin d'un tournevis ou d'une pince pour... voilà. Donc plus on a d'outils de gestion de la douleur, plus on arrivera à supporter cette douleur. Il y a des choses qui sont faites pour agir directement sur la douleur, soulager directement la douleur. Là, il y a les massages, le chaud, le froid. Il peut y avoir de l'hypnose, de la relaxation, enfin vraiment plein de choses. Il y a d'autres stratégies qu'on utilise aussi beaucoup, qui sont des stratégies sur la distraction. Là, l'idée, c'est de travailler de mettre l'attention sur quelque chose que vous aimez, ça marche mieux si on aime, et de se focaliser quelques instants uniquement sur cette chose qu'on aime. Et puis, ça marche quelques instants, et puis pas dans l'idée qu'on enlève la douleur, mais plutôt dans l'idée qu'on se désengage de la douleur, qu'on la met un peu à l'arrière-plan pendant quelques instants. Et ça, c'est des stratégies qui marchent bien avec des douleurs qui sont... on dit 4 à 6, 7. Si on est à 8, 9 de douleur, ça ne sert à rien de les faire. Puis il faut que les activités soient courtes et que vous les aimiez. Sinon, ça ne marche pas trop bien. Puis il y a une autre dernière catégorie d'outils de gestion de la douleur qui sont un outil vraiment, vraiment essentiel, c'est l'activité. Toute la recherche montre que une activité bien dosée, progressive, avec des temps de récupération, c'est hyper important c'est un bon effet sur la douleur. C'est un bon impact. Et puis c'est bon aussi pour la tête, parce que via les activités, on retrouve de la satisfaction. Puis quand on a mal, la satisfaction, elle en prend un coup. Donc recommencer des petites activités, refaire des choses, c'est souvent la porte d'entrée pour le corps et la tête. Comment trouve-t-on le bon dosage d'activité physique ? Quels conseils pourriez-vous donner ? Il y a pas de solution miracle. Il faut partir du seuil du patient. Il y a des gens qui seront très sportifs à la base, donc on partira de leur niveau d'activité. Et puis il y a des gens qu'il faut sortir déjà devant la maison ou sortir faire le tour de l'appartement. Ce sera déjà une grosse activité. C'est trouver ce qu'on peut dire, c'est qu'il faudrait une balance, une sorte d'équilibre entre le temps où on fait des choses et le temps de récupération. Si on a mal et puis qu'on part, je sais pas moi, danser toute une nuit, puis qu'après pendant 3 jours on est au lit, c'est pas un bon rapport, c'est pas utile. Nadine, de votre côté, qu'est-ce que vous faites pour atténuer ou soulager vos douleurs ? Quelles sont vos astuces ? Alors je suis tout à fait d'accord avec Bénédicte pour l'activité.
Pour moi, c'est un point très important. Dès que je reste immobile à la maison, j'ai des douleurs qui explosent. Alors, c'est vraiment pour moi de bouger. Et puis ça, c'est très, très difficile à gérer, à savoir, moi, gentiment, je connais mon corps et puis je sais ce que je supporte, ce que j'ai besoin. Mais il faut bouger, il ne faut pas rester immobile, surtout dans les grosses poussées de rhumatisme. C'est là où on doit vraiment trouver un petit peu le bon milieu pour justement faire des petites activités qui font aussi du bien, qui font bien pour la tête, pour le moral, et puis justement aussi pour le corps. Après, c'est clair, cette boîte à outils, j'aimerais bien l'avoir avec ces baguettes magiques pour trouver toujours le bon moyen pour enlever ces douleurs. Malheureusement, ça n'existe pas. Après, il y a quand même il y a des choses qui sont super, comme la physio. Ça dépend aussi où on va. J'ai déjà essayé énormément des physiothérapeutes pour trouver la bonne personne qui a compris comment mobiliser mes articulations, mais c'est peut-être qu'une autre personne, elle réagit pas du tout. Mais moi, j'ai trouvé, je crois, vraiment la personne qui trouve toujours le moyen pour enlever les douleurs qu'ils ont à ce moment-là très, très fortes. Et puis, ça, c'est un truc qui marche super bien. À côté de toute cette boîte à outils, beaucoup de personnes qui souffrent de maladies rhumatismales prennent aussi des médicaments. Qu'en est-il de votre côté, Nadine ? C'est clair, sans les médicaments, ça va pas. C'est quelque chose qui m'accompagne depuis très, 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 très petite. Et puis, ça fait aussi les effets secondaires derrière. On est d'accord, un médicament, il peut faire l'effet, mais il a aussi toujours des effets négatifs qui viennent avec. Il faut trouver vraiment le bon médicament. Souvent, il marche peut-être 2-3 ans. Après, il faut de nouveau chercher un autre parce que le corps, il fait des résistances. Avec une grossesse, vous imaginez, il y a des hormones qui jouent énormément un rôle aussi, que tout à coup, le corps, il accepte plus le même médicament qui a super bien marché avant. On est tout le temps autour de ce médicament, de trouver avec les médecins vraiment le chemin qui va pour moi. Et puis c'est ça qui est important, le dialogue. Moi, j'ai trouvé des bonnes personnes autour de moi, les thérapeutes, mais aussi des médecins qui m'aident. Et puis on cherche ensemble le chemin qui est le plus agréable pour justement diminuer les douleurs et puis pour faire une vie, je dis, normale, entre guillemets. Bénédicte, c'est donc ça votre rôle auprès des patients et patientes, rendre possible le fait d'avoir une vie normale ? Retrouver une vie en tout cas, ouais, pas qu'elle reste en stand-by, mais qu'il y ait une vie possible. Ça c'est. Après, voilà, les médicaments, c'est sûr, c'est un peu indispensable, même si, oui, il y a ces effets secondaires, qu'on n'est pas tous fans de médicaments, mais des fois, il n'y a pas trop le choix. Quand on a des douleurs très fortes, on n'a pas tellement d'autres moyens pour l'instant d'agir sur ces douleurs-là. Dans le 2e épisode de ce podcast, nous avions parlé du sujet de l'alimentation. Certaines personnes changent leur habitude alimentaire pour essayer de réduire les inflammations. Est-ce que c'est votre cas, Nadine ? Oui, clairement. Alors, j'ai clairement changé complètement mon alimentation pour que je trouve des aliments qui sont antidouleurs ou anti-inflammatoires. Ça, c'est pour moi aussi un point très, très important qu'on se renseigne, qu'on trouve aussi les aliments qui sont moins bien, dès qu'on mange pendant une semaine une chose et puis on a à chaque fois des douleurs derrière quand on s'écoute et puis ouais, là, il y a quelque chose qui va pas. Je trouve que c'est très, très important qu'on a aussi peut-être avec une diététicienne qu'on trouve le chemin ensemble, qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui fait pas du bien. Et puis, qu'on trouve là vraiment les aliments justes. Nous arrivons peu à peu au terme de cette discussion. Nadine, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez faire passer à d'autres personnes concernées par des rhumatismes douloureux et qui nous écouteraient aujourd'hui dans ce podcast ? Pour moi, clairement, il ne faut pas se cacher et puis il faut s'accepter. Je dis s'accepter, mais aussi accepter la diagnostic. Il faut essayer de rester positif. Si on n'est pas convaincu avec un médecin, avec un thérapeute, vraiment continuer à chercher, continuer à se battre pour vraiment trouver les bonnes personnes autour de nous.
parce que je trouve que c'est là où c'est important qu'on peut avancer. On ne peut pas enlever cette maladie, mais on peut avancer quand on atteint vraiment une vie plus ou moins normale. De votre côté, Bénédicte, un mot de la fin? Alors, il y avait 2 choses que je voulais dire. La première, c'est que il faut pas se décourager parce qu'il y a encore des tonnes de choses à découvrir sur la douleur. Donc, il y a tout plein de recherches qui sont faites. Là, j'ai ma collègue qui me parlait de toutes les recherches qui sont faites sur les émotions positives dernièrement, qui montrent que des petites intensités, mais beaucoup de petites fréquences, une grande fréquence de petites émotions positives, ça a un impact clair sur la qualité de vie. Donc, il y a toutes ces recherches qui sont faites. Et puis, la deuxième chose, c'est vraiment de trouver les gens, de faire équipe. Et ce que je dis toujours à mes patients, c'est finalement, vous êtes autant spécialiste de la douleur que moi parce que vous êtes là, vous vivez avec cette douleur. Donc, forcément, si vous êtes là, c'est que vous avez des stratégies pour tenir le coup et puis pour faire avec. Une belle manière de conclure cette discussion. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci Nadine pour le témoignage. Merci beaucoup, c'était très intéressant aussi d'entendre le côté de Bénédicte. Super, merci et bon retour en Valais à Fribourg. Merci à vous d'avoir écouté ce 3e épisode du podcast Le rhumatisme et moi. Sur le site www.ligue-rhumatisme.ch, vous trouverez une brochure explicative complète sur le thème de la douleur, ainsi que de nombreux articles sur ce sujet central de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Bonne suite et à bientôt!